Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, on continue le PowerPoint concernant les explications sur les huisseries et ce que tu dois savoir, avec notamment la prise de cotation et de mesure si jamais tu veux réaliser les mesures toi-même en vue de passer la commande d'huisserie, enfin donc de fenêtre, porte-fenêtre, auprès d'un marchand de matériaux, type Leroy Merlin par exemple, parce que tu peux le faire, ou alors avec un fabricant directement, un fabricant de fenêtres. Donc, la dernière fois, on s'était quitté alors où je t'expliquais bien ce que c'était le tableau. Eh bien, le tableau, c'est tout simplement l'encadrement que tu as à partir de ton appui de fenêtre jusqu'au linteau. Et là, j'ai fait un trait en rouge assez épais, puisque on va considérer que le tableau, eh bien, c'est l'encadrement plus 4 à 5 centimètres sur les parties latérales et sur la partie haute. Alors là, j'ai fait un carré. Bon, après, ton tableau, en fait, il s'arrête vraiment en partie basse au niveau de la petite fenêtre. Donc voilà, tu sais ce que c'est le tableau. Ça veut dire que tu as deux mesures du coup à réaliser. Tu auras ce qu'on appelle HT, donc la hauteur tableau, et tu auras la largeur tableau. D'accord? Alors là, donc la figure en rouge que je viens de te montrer, c'est une figure parfaite, type un rectangle parfait ou un carré parfait. Dans la réalité, eh bien, ça c'est le cas idéal qui n'existe pas sur chantier. Dans la réalité, tu vas te retrouver certainement, surtout dans le cas d'une rénovation, tu vas te retrouver certainement avec une forme comme ça, par exemple, ou alors là j'ai accentué exprès les formes pour que tu comprennes, mais où, eh bien, à ce niveau-là, tu aurais une largeur tableau en partie haute qui serait plus importante qu'en partie basse, ou inversement, une largeur tableau en partie basse qui serait plus importante qu'en partie haute. Tu pourrais également te retrouver avec une forme dans laquelle, eh bien, en partie haute et en partie basse, tes largeurs sont identiques, et à mi-hauteur, eh bien, ça revient vers l'intérieur. Ou alors, tout simplement, tu peux avoir une hauteur en partie gauche qui est différente de la partie droite, ou tout simplement, tu peux tomber sur une composante de n'importe laquelle de ces formes. Voilà, tu peux tomber sur quelque chose vraiment d'assez psychédélique. Donc, ce qui m'amène en fait à introduire en fait, eh bien les DTU. Alors là, moi, ce que je t'ai montré à l'instant, c'était le cas d'une rénovation. Dans les constructions neuves, eh bien, on utilise, enfin, on peut utiliser tout ce qui est DTU. En fait, les DTU, c'est l'acronyme de Documents Techniques Unifiés. En fait, c'est un référentiel technique de construction édité par l'AFNOR et qui vient, enfin, et qui concerne vraiment tous les métiers donc de la construction, que ce soit en plomberie, que ce soit en électricité, que ce soit en pose de fenêtre, en placo, vraiment, ça englobe l'ensemble des corps de métier. Alors, c'est des recommandations de mise en œuvre, d'accord? Mais si jamais, eh bien, ces documents techniques unifiés, donc ces DTU, sont contractuels, alors ils deviennent obligatoires. Et donc, lorsqu'ils deviennent obligatoires, et bien, que ce soit en construction neuve ou en rénovation, puisque tu es soumis à ces DTU aussi en rénovation, et bien, les artisans, vont utiliser ces DTU pour être certains qu'ils seront couverts et que leur garantie décennale fonctionnera auprès des assureurs, d'accord? Il y a certains assureurs qui vont refuser d'assurer un sinistre si, elles se rendent compte que l'artisan qu'elle est censée assurer n'a pas utilisé les DTU. Donc, bien qu'il ne soit pas obligatoire et même si c'est pas contractuel, eh bien, de manière générale, les artisans les utilisent. D'accord? Donc, ils les utilisent puisque c'est un gage de qualité quand même sur la réalisation de l'ouvrage. Alors derrière, toi, enfin, si on reprend mon exemple, eh bien, il y a un DTU, par exemple le DTU 36.5, concernant ce qui nous intéresse dans cette vidéo, notamment la mise en œuvre des fenêtres et des portes extérieures. Notamment la pose en applique intérieure, d'accord? Donc puisque maintenant avec l'isolation par l'extérieur, tu peux faire en sorte de poser des fenêtres par l'extérieur avec des tapés qui sont suffisamment larges pour intégrer ton isolation par l'extérieur. Là, nous, on est dans le cas où les fenêtres se sont posées à l'intérieur.
Ce DTU, il sert à quoi? Ce DTU 36.5, il sert tout simplement à indiquer les tolérances maximales acceptables pour la réception des supports. C'est-à-dire que dans notre cas, pour la réception du tableau, constitué donc aussi donc, des parties latérales, du linteau en partie haute et de l'appui de fenêtre. Et à titre d'exemple, la tolérance pour la largeur du tableau est de plus ou moins 10 millimètres. Ça veut dire que ton aplomb, par rapport à une verticale parfaite, eh bien ton aplomb ne doit pas être supérieur de 10 millimètres par rapport à ta verticale. Et ensuite, tu as également une tolérance pour la hauteur du tableau. Donc la tolérance est de plus ou moins 10 millimètres. Et attention, la différence du niveau en linteau ne doit pas excéder 10 millimètres. Donc ça veut dire que ton linteau par rapport à ton horizontal, le linteau ne doit pas avoir plus ou moins 10 millimètres de différence. Et pour l'appui, c'est 3 millimètres par mètre. D'accord? Donc avec un maximum de 10 millimètres. Donc si tu as une fenêtre, moi dans mon cas, j'ai une fenêtre, c'est des fenêtres, enfin les devantaux, c'est des fenêtres qui font 1,40 m de large. Eh bien ça voudrait dire que si je fais hop, 1,4 fois 3, j'aurai le droit à 4,2 millimètres de différence sur l'appui de fenêtre. Donc voilà, alors c'était une petite parenthèse que je referme vraiment pour que tu saches que, eh bien, il y a ce genre de document qui existe. Et c'est ce genre de document, si tu t'y intéresses de plus près, eh bien, tu peux voir si ton artisan, eh bien, bosse bien ou pas. Voilà. Ensuite, donc ça m'amène à revenir à notre cas. Et du coup, par rapport aux formes que je t'ai montrées précédemment, au lieu de faire une seule mesure, eh bien, tu vas réaliser plusieurs mesures. Alors, tu vas en réaliser 3, tu vas pas en réaliser 50. Tu vas prendre une mesure donc concernant la largeur en partie haute, une mesure de largeur à mi-hauteur et une mesure de largeur en partie basse. Ensuite, pareil pour la hauteur, tu vas prendre une mesure de hauteur, donc HT1 en partie gauche, une en milieu de travée et une en partie droite. Mais alors du coup, tu vas te demander, bah ok, mais si toutes ces dimensions sont différentes, eh bien, qu'est-ce que je fais? Donc ce qui t'amène à te poser comme question, eh bien, quelle dimension je dois prendre? Est-ce que je dois prendre, enfin, faire une moyenne des trois valeurs? Est-ce que je dois prendre la dimension minimale ou la maximale? Eh bien, la réponse est très simple. Tu vas prendre la maximale. Alors là, on a une écriture mathématique un peu barbare, d'accord? Mais c'est comme ça que ça s'écrit. Donc en fait, ta largeur tableau sera égale au maximum de LT1, donc des mesures LT1, LT2, LT3. Autrement dit, eh bien, LT1 égale 5, LT2 égale à 7 et LT3 égale à 10. Eh bien, le max de LT1, LT2, LT3, c'est LT3, d'accord? Donc LT égale LT3. Pareil pour la hauteur, eh bien, ta hauteur max, enfin ta hauteur HT égale max de HT1, HT2, HT3. Donc voilà. Alors pourquoi le maximum? Eh bien tout simplement parce que tu dois respecter un appui minimal de ton dormant par rapport à ton mur en parpaing. Je m'explique. Donc là, on est sur une diapositive où tu as une vue de dessus encore de la petite fenêtre avec le mur en parpaing modélisé. Et là, à ce niveau-là, eh bien, j'ai modélisé également en blanc transparent la nouvelle huisserie. Donc une huisserie que j'ai commandée, qui a été fabriquée en usine par le fabricant de fenêtres. Et j'ai été livré, d'accord? Il faut savoir que le fabricant, quand tu lui donnes tes dimensions tableau, eh bien lui, il sait comment construire sa fenêtre, quelle dimension il doit mettre. Et en général, tu une formule, enfin c'est pas une formule, mais tu as quand même un lien entre enfin ta largeur tableau, pardon, et ta largeur de menuiserie, LM. Donc là, je les ai notés, d'accord? Donc la largeur de la menuiserie, ça correspond à la largeur totale de ton dormant. Et bien en général, LM, c'est égal à LT plus 60 à 80 millimètres. Donc ça varie en fonction du fabricant. Mais voilà, tu as, en gros entre 60 et 80 millimètres de débord sur le total. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, de toute manière, quand tu vas installer ta nouvelle fenêtre, ton nouveau dormant, eh bien, tu vas faire en sorte, si par exemple on a 60 millimètres de plus, eh bien tu vas faire en sorte de mettre 30 millimètres à gauche et 30 millimètres à droite, d'accord? D'appui de ton dormant sur ton mur en parpaing. De la même manière, pour la hauteur de ton tableau, eh bien le fabricant, il sait quelle hauteur, quand tu lui donnes ta hauteur tableau, il sait quelle hauteur faire pour sa menuiserie. Donc là, pareil, HM, c'est la hauteur menuiserie, donc hauteur totale du dormant, et HT, la hauteur tableau, comme on l'a vu précédemment. Et là, en général, HM est égal à, donc ta hauteur de menuiserie, c'est égal à ta hauteur tableau plus environ 25 millimètres minimum. D'accord? Alors,
Pourquoi, pourquoi ces dimensions? Tout simplement parce qu'en fait, tu auras besoin de place, tu auras, d'un appui suffisant, donc de place, pour réaliser ton étanchéité. Sachant que tu as plusieurs manières de faire ton étanchéité sur tes fenêtres. Moi, ce que j'ai fait sur mon immeuble, eh bien, comme j'avais environ 3 centimètres et demi de part et d'autre d'appui, donc du dormant sur le mur en parpaing, eh bien, j'ai mis un compribande. Donc le mien, il était de largeur 15 millimètres. Je pense que ça doit exister sûrement des compribandes un peu plus larges. Bon, moi, j'ai pris du 15 millimètres. Et derrière, on a refait un joint silicone pour vraiment faire une finition nickel, mais aussi pour assurer une étanchéité supplémentaire. Et donc tout ça, en fait, c'est le calfeutrement et c'est également marqué dans le DTU 36.5 que je t'ai expliqué précédemment. Et donc en fait, si tu veux, j'aurai l'occasion de revenir hein, plus tard pour te montrer ce que c'est un compriband et comment on fait un joint silicone. Voilà, c'est pas traiter l'étanchéité, c'est pas le but de la vidéo, mais j'aurai l'occasion de nous y revenir. Mais voilà, là en fait, c'est pour que tu comprennes pourquoi tu as besoin d'un appui suffisant, d'accord? Donc maintenant, eh bien, je me place dans le cas numéro un où, eh bien, pour vraiment que tu comprennes, où, eh bien, je décide d'avoir une largeur tableau égale au minimum de LT1, LT2, LT3, d'accord? Sachant que là, j'ai considéré un tableau avec une forme où LT1 en partie haute est pratiquement égal à LT3 en partie basse, et eh bien, le mur, eh bien, alors là, tu vois que le mur, enfin les parpaings, ils sont droits à ce niveau-là. Considère qu'ils arrivent, enfin que le tableau, c'est vraiment la ligne rouge, d'accord? C'était compliqué de modéliser. Donc là, vraiment, ton tableau, tu considères que c'est la ligne rouge. Et à mi-hauteur, eh bien, on a le tableau qui vient vers l'intérieur. Donc là, eh bien, LT, forcément, est égal à LT2, puisque LT2, vu que ça revient vers l'intérieur, c'est plus petit que LT1 et LT3. Et si par exemple, je zoome à ce niveau-là, d'accord? Si on regarde ce qui se passe, eh bien, on voit finalement qu'en prenant LT égale à la distance minimale, eh bien, on voit qu'on a une largeur d'appui qui est là, tu vois. Donc, bon, là, alors c'est pas à l'échelle évidemment, mais c'est juste pour te montrer la différence avec la diapo suivante. Là, on a une largeur d'appui pardon, qui est telle qu'elle prend un peu appui sur les murs en parpaing, mais tu as une partie qui est dans le vide aussi, d'accord? Ensuite, le cas numéro 2, hop. Où là, eh bien, LT égale, on prend cette fois le maximum. Donc toujours dans la même configuration où on a eh bien, le même profil de tableau, donc qui repique à mi-hauteur vers l'intérieur. Et là, eh bien, on considère par exemple que LT1 égale LT3, donc le max des 3, c'est, on va dire, c'est LT1 ou LT3, hein, d'accord? Et donc ça m'amène de la manière à rezoomer à ce niveau-là. Donc on rezoome à ce niveau-là et tu comprends facilement que le fait d'avoir une largeur tableau plus importante, eh bien j'aurai un appui de mon dormant sur mon mur à parpaing qui sera plus important. Et donc ça me permettra eh bien effectivement de réaliser l'étanchéité et d'être certain qu'en tout point, donc en tout point de mon tableau, notamment ce point-là, à ce niveau-là, eh bien je suis certain que j'aurai la distance minimale requise par les DTU pour pouvoir faire mon calfeutrement. Sauf que ah bah oui, bien évidemment, c'était trop beau pour être vrai tout ce que je te raconte là. Sauf que ce que je t'ai expliqué, donc là ce qu'on a vu, c'est comment enlever donc l'ouvrant et le dormant, comment revenir au support, c'est-à-dire au tableau, quelles mesures prendre et fournir à ton fabricant de fenêtres, donc à savoir la hauteur tableau et la largeur tableau. Mais tu comprends bien que si par exemple tu as un appartement de 4 fenêtres et que tu décides de fournir ces mesures à ton interlocuteur, eh bien, si tu décides d'enlever les dormants et les ouvrants et que tu fais tes mesures, eh bien, lui, le temps qu'il traite ta commande, sachant que des fabricants de fenêtres peuvent, suivant le plan de charge, avoir 1 mois, 2 mois, voire 3 mois de délai, voire plus. Enfin, à vrai dire, j'en sais rien. Mais si pendant 2 mois, eh bien, tu n'as plus de fenêtres, bah, ton appartement ne sera plus hors d'eau, hors d'air. D'accord? Et potentiellement, s'il est situé par exemple, au rez-de-chaussée ou au premier étage, alors tu auras beau décider de mettre, eh bien, par exemple, hein, des panneaux d'OSB plus hauts et plus larges que ton tableau pour le recouvrir entièrement, eh bien, ça incitera plus les gens à venir squatter ou à venir essayer de rentrer dedans. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'effectuer ces mesures quand tes dormants sont encore en place. Donc, ça donne quoi? Bien que tes dormants soient encore en place, donc là on est vue extérieure, hein, mais ça change strictement rien. Là, ce qu'on voit ici, c'est le tableau, d'accord? Tu enlèves tes ouvrants, soit tu décides de les enlever,
soit plus simple, peut-être pour faire la mesure, soit tu ouvres tout simplement tes fenêtres. Cette distance-là, tu peux la mesurer. Et c'est ce LT mesurable, eh bien, c'est exactement le même finalement que celui que je t'ai montré tout à l'heure. D'accord? Donc, bien évidemment, tu adoptes quand même la même réflexion de faire plusieurs mesures et de prendre la maximale. D'accord? Par contre, pour la hauteur, eh bien, en fait, la distance que tu vas mesurer, ce sera pas la distance tableau. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est parce que à ce niveau-là, alors je vais zoomer un tout petit peu. En général, les dormants, ils ont un petit épaulement à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, sur le dormant, ce petit décroché là. Mais tu ne pourras pas venir mettre ton mètre. T'as vu le jeu de mots? Pas mal, hein. Mettre ton mètre, t'as compris le. Tu ne pourras pas venir mettre ton mètre ici là, au niveau de ton regingot, puisqu'il y aura ce décroché qui te gênera. Donc toi, finalement, la hauteur que tu vas mesurer, eh bien, ce sera du bas de ton dormant, mais qui est un peu plus bas que ton regingot, jusqu'à ton enduit. D'accord? Mais comme on a vu tout à l'heure, eh bien cette mesure sera encore plus grande vu que la HT c'est la c'est max de tes trois mesures. Bah cette hauteur-là sera encore plus grande que la distance regingot-enduit, d'accord? Donc ça va avec la réflexion qu'on a eue tout à l'heure, tu comprends bien que ça va encore plus dans notre sens puisque du coup tu auras un dormant qui sera un peu plus grand et donc tu auras un appui en partie haute qui sera un peu plus important. Et donc encore mieux pour réaliser ton calfeutrement et ton étanchéité. Donc voilà, eh bien, c'était vraiment ce dernier point qui était pour moi primordial, parce qu'il induit pas mal de choses. Si jamais tu décides de passer commande toi-même, prends tes mesures bien à l'avance pour que, eh bien, tu ne te retrouves pas en retard sur ton planning, parce que, comme je te dis, eh bien, tu peux avoir pas mal de délais sur la réception, donc la livraison de tes huisseries. Alors j'espère que, eh bien, cette vidéo t'aura plu. Cependant, si tu ne te sens pas capable de changer tes fenêtres toi-même, eh bien ne le fais pas. L'avantage de le faire soi-même, c'est que ça va te coûter forcément moins cher, mais derrière tu n'auras pas de garantie décennale, d'accord? C'est-à-dire que si tu as un sinistre ou si tu as un problème d'infiltration d'eau, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Un artisan, lui, a une garantie décennale. Donc c'est à toi de poser le pour et le contre. C'est à tout un chacun de faire ce choix. Mais par contre, ça te servira quand même, toutes ces notions, je pense que ça te servira quand même à savoir de quoi, enfin, quand tu es en discussion avec un artisan sur la partie menuiserie, tu auras quelques notions et tu comprendras de quoi il parle. Donc, comme je te dis, bah, j'espère que ce format t'a plu. N'hésite pas, bah, comme d'habitude, hein, à liker, à t'abonner. Et puis vraiment, si ce format t'a plu, mets-le en commentaire. On essaiera de faire ce même type de format avec des schémas sur d'autres corps de métier pour les futures vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine. Et puis, hein, la petite phrase mythique, porte-toi bien.